Dr Noël Tchani Modianvita, candidat président de la République aux élections de 2018, est né en 1957 en Anajika, au Kasaï oriental. Il est docteur en économie de l'université de Harvard, spécialiste en banque et finance de l'université de Paris Dauphine. Il a un MBA dans les secteurs bancaires et les marchés financiers de l'université Adelphi de New York. Il a un diplôme supérieur en gestion financière et fiscalité de l'université de Grenoble. Il avait obtenu déjà un master en économie de l'université de Liège en Belgique. Il est auteur de 5 livres de haute facture scientifique. Dr Noël Tchani, séjour au micro de Monsieur Yamba Bilonda pour le compte de Yambi Congo Télé. Suivez. Docteur, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. On vous a suivi, vous avez parlé, mais à voir la physionomie, nous avons vu le cœur, un cœur saignant qui parle. C'est avec beaucoup de peine que vous parlez, la double nationalité. Et nous avons compris que sur cette démarche, vous ne parlez pas de la double nationalité de tout Congolais dans la diaspora. Vous parlez de la double nationalité, spécialement en ce qui concerne la candidature au niveau suprême, où vous avez été vous-même candidat président de la République. Les résultats sont sortis, vous n'avez pas été élu président de la République. D'abord pour ça, qu'est-ce que ça vous fait comme effet? D'abord, moi, je voudrais vous remercier sincèrement de l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser à nos compatriotes, pour bien clarifier mes idées qui sont parfois incomprises ou mal comprises dans certains milieux. Je voudrais que la proposition que je fais soit bien analysée par les compatriotes pour qu'ils voient les tenants, les aboutissants, les risques, les dangers de la situation actuelle sur notre pays. J'ai proposé que l'on puisse verrouiller l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo en réservant cette fonction suprême dans le dispositif des institutions de la République exclusivement aux Congolais nés de père et de mère eux-mêmes congolais. Et il y a une bonne raison pour cela. C'est pour s'assurer qu'à ce niveau supérieur de l'État, qu'on ait des gens qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui n'ont pas de loyauté partagée entre la RDC et notre pays. Je vais m'expliquer pourquoi je le dis. D'abord, commençons par la guerre à l'est de la République.
tout le monde sait qu'à l'est de la République, il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui sont tantôt congolais, tantôt étrangers, et qu'on discute avec ces gens dans des stratégies militaires, policières pendant la journée, et la nuit, ils font autre chose parce que ces gens-là sont d'un côté congolais et de l'autre côté sont rwandais, ougandais ou burundais. Si on arrive à déceler ces personnes, les sortir de la police, de l'armée, et qu'en ayant simplement des Congolais qui auraient intérêt à ce que la RDC en tant que pays retrouve la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, on aura résolu la grande portion de l'équation. Deuxième exemple que je voudrais donner, c'est que tout le monde le sait, en 1996, les armées venues du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont envahi la République démocratique du Congo, avec à leur tête Laurent Désiré Kabila, qui est devenu président de la République par la suite. Et ces armées ont été rejointes sur le terrain par les armées de l'Angola, du Zimbabwe, de la Namibie, d'Afrique du Sud, et plus tard par les armées de tous les pays du monde dans le cadre des opérations de maintien de la paix organisées par les Nations Unies à travers la MONUC à l'époque et actuellement par la MONUSCO. Les opérations conjointes. Cet afflux des militaires étrangers sur notre sol a eu ce que j'appelle en anglais collateral damage, donc des dégâts collatéraux. C'est-à-dire, au passage, ces militaires étrangers, ils se sont accouplés avec les femmes congolaises, ou avec des hommes congolais, dans le cas des femmes. Ils ont produit des enfants au passage. Ces enfants, nous les acceptons. Ce sont les nôtres, ce sont des enfants congolais, parce que l'un de leurs pères ou l'un de leurs parents est congolais. D'après la Constitution, ils sont congolais, on les accepte et on veut qu'ils restent avec nous pour toujours et qu'ils puissent gravir les échelons dans toutes les fonctions qu'ils voudraient exercer dans notre pays. Ils peuvent être des médecins, des enseignants, des professeurs d'université, ils peuvent devenir même des ministres. Mais nous disons que la fonction de président de la République est tellement sensible, c'est une fonction qui touche à la souveraineté du pays, que si on arrive à mettre quelqu'un qui n'a pas de loyauté totale à l'égard du pays, cette personne peut basculer la RDC sous le contrôle étranger. Par exemple, un président de la République qui serait 50% congolais, 50% rwandais. On peut l'utiliser pour que le Rwanda réalise en RDC les objectifs qu'il n'a pas pu réaliser à travers l'invasion militaire, d'annexer la RDC au Rwanda. On aura un pion au sommet de l'État à qui on va dicter à partir du Rwanda tout ce qu'on veut, et lui il va exécuter le plan machiavélique du Rwanda ou de l'Ouganda dans notre pays. Pour éviter cela, nous disons, ces enfants-là sont congolais, comme tous les autres. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sauf occuper des fonctions sensibles qui touchent à la souveraineté du pays, telles que la présidence de la République, la présidence du Sénat. Et je dirais même maintenant, après avoir discuté avec d'autres personnes, d'autres députés nationaux, nous sommes en train de considérer d'élargir maintenant cela à toutes les fonctions très sensibles, y inclut les officiers supérieurs de l'armée. Par exemple, le chef d'état-major général de l'armée, de la police, des services de sécurité. Il faut qu'on arrive à purifier la maison Congo pour nous assurer que tous ceux que nous avons dans ces fonctions-là sont des gens qui vont travailler exclusivement pour la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Donc, la proposition que j'ai faite, c'est pour le bien national, c'est pour l'intérêt national, c'est pour protéger la souveraineté nationale, c'est pour protéger l'intégrité du territoire national. Est-ce que nous sommes le seul pays de la planète à avoir ce genre de dispositions-là que je propose? Ma réponse est non. Il y a d'autres pays en Afrique qui ont déjà adopté ce genre de propositions. Vous vous rappelez en Zambie, à la mort du président Mwanawasa, il y a eu un vice-président, un blanc, qui était vice-président, qui allait devenir président de la République. L'Assemblée nationale s'est réunie, a dit, vous n'êtes pas de souche zambienne. Vous avez la nationalité zambienne, vous n'êtes pas de souche zambienne, vous n'êtes pas zambien de père et de mère. Vous ne pouvez pas devenir président de la République. On l'a mis de côté, on a dû prendre quelqu'un qui était 100% zambien de père et de mère zambien. C'est un exemple que les Congolais doivent garder à l'esprit. Au-delà de cela, il y a d'autres pays. Le Togo, le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, donc il y a le Maroc, tous ces pays-là, ils ont ces dispositions-là qui disent clairement que pour accéder à la magistrature suprême, il faut être national de père et de mère. Mais au-delà de cela, il y a des gens qui évoquent abusivement, avec négligence, le cas des États-Unis d'Amérique avec Barack Obama.
Je voudrais clarifier cela. Les Américains ils sont américains. Ce sont des gens qui ont émigré de plusieurs pays. Ils sont venus là-bas. C'est un pays d'immigrés. Ils se sont posé la question de savoir qui est véritablement américain. Ils ont résolu cette question en adoptant ce qu'on appelle la loi du sol. C'est-à-dire, est américain à 100%, c'est lui qui est né sur le sol américain. Vous êtes né sur le sol américain, même si vos parents sont venus de l'extérieur, vous êtes américain 100%. Maintenant, ils ont dit aussi qu'on n'est pas les seuls à avoir des gens qui viennent de l'extérieur. Pendant que les États-Unis ont déjà été constitués, ceux qui continuent à émigrer de l'extérieur et qui adoptent la nationalité américaine, ou bien qui deviennent américains par adoption ou par naturalisation, sont des Américains à part entière. Ils peuvent tout faire dans le pays. Occuper des postes de gouverneur de province, ministre, ils peuvent tout faire. La distinction entre les deux catégories d'Américains, ceux qui sont nés sur le sol américain et ceux qui sont venus de l'extérieur, c'est que ceux qui sont nés sur le sol américain peuvent tout faire, y inclut devenir vice-président des États-Unis et président des États-Unis. C'est le cas de Barack Obama, de Bill Clinton et John F. Kennedy. Maintenant, les Américains qui sont venus de l'extérieur, ils peuvent tout faire dans le pays, occuper tous les postes, sauf devenir président et vice-président des États-Unis d'Amérique. C'est le cas de Arnold Schwarzenegger, l'ancien gouverneur de la Californie, qui est naturalisé américain. C'est le cas de Henry Kissinger. Pour ceux qui sont suffisamment grands peuvent se rappeler de Henry Kissinger. Il n'y avait pas plus brillant que lui sur cette terre-là. Donc, Henry Kissinger, c'était le summum même de la diplomatie internationale. Un juif, je pense qu'il a immigré, ses parents ont immigré d'Allemagne, et il est devenu américain par naturalisation. Il est devenu secrétaire d'État américain, mais il n'était pas éligible pour être candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique. C'est le cas aussi de Madeleine Albright, dont les parents sont venus avec elle pendant qu'elle était déjà née. Ils sont venus de l'ancienne Yougoslavie, Tchécoslovaquie, quelque chose comme ça. Et ils peuvent tout faire aux États-Unis, devenir secrétaire d'État, mais ils ne peuvent pas devenir président des États-Unis d'Amérique. Donc, cette distinction, cette discrimination entre Américains nés sur le sol américain et Américains qui ont émigré de l'extérieur, c'est ça la même discrimination positive que je voudrais introduire dans notre pays, pour nous assurer qu'au sommet de l'État, nous avons toujours des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo et dont on ne peut pas soupçonner une allégeance à un pays étranger. Pour dramatiser un tout petit peu, je veux que les Congolais comprennent une chose. À supposer qu'on ait un président qui soit 50% congolais et 50% rwandais ou ougandais, et qu'il y ait un conflit entre nos pays, comme toujours nos deux pays, comme nous en avons toujours, ce que je ne souhaite pas, et que le président de la République démocratique du Congo s'engage pas amené à prendre une décision extrême, en finir par exemple par une guerre, en bombardant le Rwanda. Pensez-vous qu'un président 50% rwandais va bombarder le pays de son père? Il ne va pas le faire. Mais si nous avons un président 100% congolais et qu'il estime que la diplomatie n'a pas marché, qu'il faut en finir par les armes et qu'il faut bombarder donc le pays à côté, un président 100% congolais pourrait le faire. C'est cette distinction-là que je voudrais qu'on utilise pour justifier l'adoption de la loi pour verrouiller l'accès à la présidence de la République démocratique. Docteur, je vous ai suivi plusieurs fois. Mais je trouve que vous négligez un aspect, un côté, un couloir. Le président de la République, c'est très bien, c'est sensible, chef d'état-major général de la police, de l'armée. Mais vous ne trouvez pas que laisser les gens là, 50% dont on parle, être des députés, vous ne voyez pas un danger? Par exemple, il faudra légiférer. Il y a une loi que ces 50% trouvent défavorable. Telle votre démarche, parce que nous allons entrer directement de plein pied là-dedans pour savoir comment vous irez avec la démarche pour que ça devienne une proposition de loi. Imaginez maintenant, c'est une proposition de loi qui arrive là-bas, mais vous avez donné la nationalité, vous avez donné la possibilité à ces gens qui ont 50% congolais, 50% ailleurs. Vous ne voyez pas ce danger qu'au niveau de loi là, qu'ils se penchent toujours du côté où penche leur loyauté? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'élargir jusqu'à même à la députation? Vous savez, c'est une question intéressante. Et vous savez que je ne suis pas le seul à pouvoir encadrer cette discussion, orientée donc dans un sens comme dans l'autre.
J'ai lancé l'idée au départ qu'il fallait verrouiller l'accès à la présidence de la République, la présidence du Sénat. Dans les discussions que j'ai avec les gens, y inclus les députés nationaux, il ressort de cela qu'il faut élargir ce verrouillage-là à d'autres fonctions sensibles de notre pays. Pour l'instant, nous parlons de l'Assemblée nationale, nous parlons de leur présidence. Oui, la présidence donc, de deux chambres. Nous parlons des officiers supérieurs de l'armée, de la police, des services de sécurité. Mais il est possible, vous savez, nous avons une Assemblée nationale de 500 députés. Nous avons 100 sénateurs, 108 sénateurs. Ils vont prendre ce projet de loi, en discuter et peut-être ajouter des choses. S'ils arrivent à déterminer qu'il faut descendre jusqu'au niveau de la députation, bon, c'est à eux de pouvoir voir. Mais pour l'instant, si j'embrasse le tout, je mets tout sur la table, les gens vont dire, mais finalement, il veut chasser les étrangers, il ne veut pas qu'ils puissent avoir les mots à dire dans le pays. Je ne voudrais pas être le seul à monopoliser donc cette discussion. Pour l'instant, ce que j'ai proposé, je pense que c'est le minimum. Mais nos compatriotes au niveau de l'Assemblée nationale vont réfléchir aussi et déterminer à quel niveau on peut élargir cela. Parce que vous parlez de l'Assemblée nationale, vous en êtes à quel état? C'est déjà une idée et vous voulez aller vers l'Assemblée nationale ou vous êtes déjà parti voir le bureau de l'Assemblée nationale? J'ai, avec mon équipe, déjà rencontré les deux présidents de deux chambres. Après les avoir rencontrés, nous avons eu hier une discussion très intéressante avec quelques députés nationaux, de patriotes, qui aiment le Congo. Et ils ont voulu connaître davantage. Et on a pris le temps, une séance de travail où je leur expliquais tout ce que j'avais donc à l'esprit. Ils ont posé des questions, on a compris. Et on a mis en place une petite équipe qui a commencé à travailler sur ce projet de loi. Déjà, mon équipe est à pied d'œuvre aujourd'hui pour finaliser tout ce qu'on avait déjà rédigé, mettre ça sous une forme finale. Nous allons soumettre à ce groupe de députés nationaux qui, à leur tour, vont mettre cela en musique pour transformer en loi, parce que c'est eux qui connaissent comment il faut préparer donc, le projet de loi d'après le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, la machine est en marche. Depuis hier, on est en train de travailler là-dessus. Notre objectif est que d'ici la fin de cette session de mars, la session va prendre fin, je crois, le 15 juin, d'ici la fin, qu'on ait terminé la rédaction du projet de loi, qu'on dépose ça sur la table de l'Assemblée nationale et qu'ils puissent examiner si ça répond aux normes pour que ce soit discuté ou programmé pour discussion lors de la session prochaine, qui va commencer, je pense, au mois de septembre. Donc la machine est enclenchée. On travaille donc là-dessus, donc d'arrache-pied. Et moi, je peux prédire, d'après les réactions que j'ai vues, non seulement au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat, mais également avec l'homme de la rue, le Congolais ordinaire, je peux prédire que cette loi va être adoptée à plus de 75%, 80-85%, elle va passer. Et vous n'avez pas peur, si nous faisons un pas dans le passé, lorsque Kamere dirigeait l'Assemblée nationale, sur cette question, on avait pris un moratoire et jamais on est revenu pour trouver une solution. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas, ce moratoire, qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, au fait, vous posez une bonne question. Il faut que les gens comprennent la distinction entre la proposition que j'ai faite et les questions de nationalité. Ce que je propose, c'est verrouiller l'accès à ces fonctions-là. Ça ne change pas la définition de qui doit être congolais, qui ne doit pas être congolais. Maintenant, ça touche à la question de la double nationalité. Moi, j'ai inclus dans cette proposition aussi que la RDC adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, comme fait le Rwanda. Vous êtes né congolais, je ne peux pas utiliser le Rwanda comme exemple, il y a plusieurs pays dans le monde. Donc, il y a le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire que vous êtes né congolais, des parents congolais, ou sur le sol congolais, vous restez congolais, vous vivez congolais, vous mangez congolais, vous vivez congolais, vous mourrez congolais, on vous enterre congolais. Maintenant, si vous allez à l'extérieur, pour des raisons de convenance, et vous prenez des papiers, des nationalités étrangères, ce sont des papiers qui ne valent absolument rien. Vous pouvez déchirer comme ça, jeter, puis vous restez toujours congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous prenez une nationalité, une deuxième, une troisième, pour des raisons de convenance personnelle, peut-être pour aider vos enfants qui puissent étudier, consort, vous
aux frais de ces pays étrangers une fois que vous revenez au Congo. Nous, on vous reconnaît en tant que Congolais. Vous entrez en Djibouti, vous devez présenter le passeport congolais. Vous vous soumettez aux lois de la République. Si jamais vous faites une bavure et vous avez des problèmes avec la justice, vous ne pouvez pas invoquer l'autre nationalité. L'immunité à cause de la détention d'une nationalité étrangère. On va vous traduire en justice, vous jugez comme si vous n'avez jamais pris une nationalité étrangère, vous condamnez, vous foutre en prison et vous allez rester là-bas jusqu'à ce que vous puissiez terminer donc votre peine. Donc, je voudrais qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Maintenant, les gens interprètent ça en place à double nationalité. Sauf, je préfère que cette double nationalité ne soit pas de mise avec les pays limitrophes de la RDC, avec lesquels surtout nous avons eu des velléités d'occupation. On ne peut pas d'un côté être congolais et être rwandais. On devrait choisir. Vous êtes congolais, vous restez simplement congolais. Si vous êtes rwandais, vous êtes rwandais. Mais on ne peut pas avoir un rwandais congolais ou un congolais rwandais. Donc avec tous les pays voisins, nous allons exclure la double nationalité, mais avec tous les pays du monde, nous pouvons avoir la double nationalité. Pourquoi? Parce que ces pays-là ne menacent pas la République démocratique du Congo en ce qui concerne les velléités d'occupation ou d'hégémonie comme on a connu donc avec ces pays voisins. Donc c'est ça le principe. Et je souhaiterais que dans cette proposition que je présente, qu'on adopte en même temps ce principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise ou de la double nationalité comme les gens le disent donc abusivement, mais en excluant bien sûr cette possibilité avec les pays voisins. En vous entendre parler, docteur, vous avez parlé aussi du peuple qui se sent déjà concerné par cette suggestion qui va devenir bientôt une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Si jamais cette loi ne passe pas, quel serait le plan B? Moi, je suis un démocrate. Je crois sincèrement que quand il y a une idée, un projet de loi, il faut en discuter de façon civilisée. Et moi, je ferai le tour de la République pour promouvoir la loi, pour que les gens comprennent pourquoi on est en train de proposer. Ce n'est pas une discrimination. On ne fait la guerre à personne. On ne fait pas la guerre à un groupe de personnes. Mais on met en place des lois qui vont sécuriser notre pays et nous assurer que aujourd'hui, le Congo doit être géré par les Congolais, 100%. Demain, il sera géré par les Congolais 100%. Après-demain, il sera géré par les Congolais 100%. Et quand nous allons passer, on sera enterré. Nos enfants, qui sont aussi 100% Congolais, vont continuer à gérer leur pays. Tous les pays du monde ont adopté ce principe-là. Je ne vois pas pourquoi. Il faut que les Congolais comprennent le danger. Si jamais, vous vous rappelez le Pérou. Le Pérou a connu un président péruvien, mais qui venait du Japon. Et le jour, Fujimori. Et le jour que Fujimori est parti, on l'a accusé de détournement de fonds publics. La première des choses qu'il a faites, il arrive donc au Japon, il brandit le passeport japonais. Il dit, moi je suis japonais, on ne peut pas m'extrader donc au Pérou. Donc nous voulons éviter ce genre de choses-là. Nous voulons avoir des Congolais qui sont 100% loyaux au pays et qui s'engagent. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on introduise dans le passeport congolais dans l'avenir une clause qui dit, du fait de tenir le passeport congolais, vous abandonnez le privilège ou le droit de réclamer une appartenance à une autre nationalité et d'invoquer cela comme étant une immunité pour ne pas être persécuté par la loi congolaise. Donc, il faut qu'on trouve des formules de ce genre-là. Donc, moi, je suis convaincu qu'en étant congolais à 100%, on doit avoir le privilège de gérer notre pays et d'être responsable pour l'avenir de notre pays. On ne refuse pas les autres compatriotes. Ils sont congolais aussi. Vous savez, dans les discussions, je ne peux pas mentionner qui a mentionné ça, mais dans les discussions, quelqu'un m'a donné un exemple. Il m'a dit, mais imaginez un tout petit peu. Un enfant né d'un père congolais et d'une mère italienne. Cet enfant-là, il peut devenir président de l'Italie. Il ne peut pas le dévouer. On a vu avec Cécile Kyenge en Italie. Il était simplement ministre. Comment on jetait des pierres sur elle, on criait sur elle, négresse et consort. Et s'il ne peut pas devenir président de l'Italie, pourquoi il doit devenir seulement président de la République démocratique du Congo? Nous, on n'est pas une république bananière. Nous devons avoir des règles pour sauvegarder les valeurs congolaises, protéger l'intérêt national, sauvegarder la souveraineté du pays et nous assurer que nous continuons à être propriétaires à 100% de ce bien qui nous appartient, qui est la République démocratique du Congo. C'est ça qu'ils sont en train de promouvoir. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie.
il y a des gens mal intentionnés qui essayent de détourner le débat au lieu de venir présenter leurs arguments. Ils veulent personnaliser le débat, s'attaquer à moi sur le plan individuel, personnel. Je trouve que c'est minable. Ce sont des minables personnes. Parce que s'ils avaient raison, ils seraient venus à la télévision avancer comme des gens civilisés, des arguments, en disant « il a tort, voici notre point de vue ». Mais lorsqu'ils ne peuvent pas m'attaquer sur le plan des idées, et qu'ils descendent pour attaquer mes chaussures, attaquer des petites histoires qui n'ont rien à voir avec l'intérêt national, ce sont des minables. Ça montre bien qu'ils ont perdu le débat et que cette loi est une loi sanitaire pour notre pays. Elle va être adoptée par l'Assemblée nationale, par le Sénat, et sera promulguée par le chef de l'État dans ce pays. Parce que ça va être promulgué dans ce pays, cela ne nous empêche pas de voir aussi d'autres secteurs de vie. Vous avez suivi comme moi une interview donnée par Albert Youma. Vous savez, les mines du Grand Katanga intervenaient à peu près à 70% dans le budget de l'État. Aujourd'hui, avec la nouvelle donnée par Youma, le président Félix Tshisekedi aura du mal à réaliser tout ce qu'il avait promis. Je me rappelle quand il a présenté ce projet de société à l'hôtel Béatrice, il a tablé sur 81 milliards à raison presque de 10 milliards par année. Comment vous trouvez? Va-t-il y arriver? Parce que déjà, tout est parti. Est-ce qu'il y a-t-il espoir? Est-ce qu'il y aura une possibilité de refaire tout ce contrat léonais et de reprendre nos terres? Vous savez, j'ai suivi comme tous les Congolais l'interview de M. Albert Youma avec Alain Foka et j'étais sidéré, choqué, estomaqué à entendre ce qu'il dit. Parce que d'abord, c'est un aveu d'impuissance qu'il a affiché, mais un aveu aussi d'incompétence. Pourquoi? Parce que vous êtes un haut responsable de l'État. Être un PCA de la GEPAMI, être président de la FEC, être administrateur de la Banque centrale du Congo, Albert Youma a tous les postes cumulés dans ses mains. Et il vient aujourd'hui, année après année, on vendait des actifs miniers de la GEPAMI à d'autres. Il nous parlait de partenariats, de contrats. Il expliquait ça très bien dans le passé comme si c'était bénéfique au pays. Mais aujourd'hui, il dit on a tout vendu à vil prix et le Congo ne va rien gagner pendant les 20-30 prochaines années. Moi, je ne sais pas pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi le garde encore PCA de la GEPAMI. Parce que s'il n'a pas été à mesure de le faire pendant toutes ces années-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je crois qu'il faut que la RDC... D'abord, il faut que les gens comprennent. Quand on a des contrats miniers avec des entreprises étrangères ou des pays étrangers, qui apporte quoi à la table? Les entreprises étrangères apportent des capitaux, ils apportent de l'expertise, ils apportent des équipements. Et qu'est-ce que la RDC apporte aussi autour de la table? La RDC apporte les réserves des matières premières. C'est-à-dire quand vous parlez de cobalt, de diamant, de l'or, il y a combien de réserves dans les concessions dans le sol qu'on va exploiter pendant combien d'années? Et qui apporte plus que l'autre? S'il faut comparer la RDC par rapport aux partenaires étrangers, c'est la RDC qui apporte le plus. Parce que nous avons plus de réserves que la valeur des équipements, la valeur des équipements et aussi des capitaux. Donc, moi, je me serais attendu qu'il y ait des accords qu'on appelle le partage de production. C'est-à-dire, on constitue une entreprise avec des capitaux étrangers, mais également avec des réserves congolaises. La RDC devrait avoir au moins 51% dans cette entreprise-là et que ceux qui apportent des capitaux extérieurs aient 49%, quitte à leur donner, si nécessaire, le contrat de gestion, mais une gestion dans laquelle il y aura aussi des Congolais. De cette façon-là, chaque fois qu'il y a un bénéfice, par exemple de $1 milliard, la RDC est propriétaire de combien? Ou bien a droit à combien? 51%, parce qu'elle a apporté donc sa partie pour la construction de cette entreprise. Mais venir aujourd'hui nous dire qu'on a tout donné avec le peu de capitaux qu'ils nous avaient promis, avec le peu d'équipements qu'ils nous ont apportés,
la RDC ne touche que 1% ou 2% et que tout le reste appartient à ces investisseurs étrangers, moi je pense que la RDC a été trahie par les Yuma et son clan. Les Yuma et tous ceux qui ont travaillé avec eux, ils ont trahi la République démocratique du Congo. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Pour l'avenir, je propose que nous puissions, en tant que pays responsable, qu'on puisse d'abord aligner les meilleurs. Si on avait aligné les meilleurs hier, au lieu de s'appuyer sur le tribalisme qui a fait que tout ce que nous avons fait dans ce pays était dans les mains de gens originaires d'un petit groupe, d'une petite province. Et que ces gens-là, ils ont cru que toutes les mines du Congo donc, leur appartiennent parce qu'ils sont originaires donc, de ce coin-là. C'est ça la trahison du peuple congolais que nous sommes en train donc, de vivre aujourd'hui. Alors pour corriger cela, qu'est-ce que je propose? Je propose qu'on mette en place une commission de révisitation des contrats miniers. Il y a eu cet exercice qui était déjà fait avant, mais apparemment avec beaucoup de complaisance, avec beaucoup de corruption. Il y a des gens dans ce pays-là qui ne sont pas corruptibles. Il faut que le président de la République donc, le sache. Il y a des gens qui sont comme moi, qui n'ont jamais perçu un seul centime de corruption et qui n'ont pas besoin de s'enrichir sur le dos du peuple congolais. Alors, qu'on mette en place une commission de révisitation des contrats qui va inclure qui? Des gens de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la justice congolaise, de l'inspection générale des finances, du gouvernement, qu'on prenne même la société civile aussi représentée par exemple par des grands professeurs d'université ou des intellectuels d'une certaine élite, qu'on mette en place cette commission et maintenant qu'on prenne tous les contrats signés depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, qu'on les remette sur la table. Nous allons examiner contrat par contrat, clause par clause, pour voir qu'est-ce qui est dans l'intérêt du Congo et qu'est-ce qui n'est pas dans l'intérêt du Congo. Ce qui n'est pas dans l'intérêt du Congo, nous allons demander, renégocier cela pour que chaque partie au contrat puisse bénéficier de quelque chose. Quand je dis chaque contrat, c'est-à-dire l'investisseur étranger ou bien la République démocratique du Congo. Il n'y a personne qui a intérêt à flouer l'autre. Et il faut que les investisseurs étrangers donc comprennent que nous avons besoin d'eux, mais pas à n'importe quel prix. Si nous ne gagnons rien dans l'exploitation de nos ressources naturelles, autant laisser les réserves dans le sous-sol, nos enfants, nos petits-enfants viendront peut-être exploiter cela judicieusement dans l'avenir. Mais si on exploite cela, il faut que la République démocratique du Congo et le peuple congolais gagnent quelque chose de cela. Qu'on ait des emplois aujourd'hui. Par exemple, on prend tous les minéraux, on les envoie à l'extérieur, on va les transformer en produits finis à l'extérieur, on crée des emplois à l'extérieur, on gagne du bénéfice dessus, et nous on reste avec quoi? On reste simplement avec des trous vides, c'est-à-dire pas d'emplois payés, pas de valeur ajoutée à notre économie, pas de devises étrangères donc il y a dans notre pays comme on le souhaitait. Donc mettons en place cette commission de révisitation des contrats et remettons sur la table tous les contrats. On va les renégocier avec des firmes internationales, mais de façon à mettre aussi en avant notre intérêt, l'intérêt du peuple congolais. Si nous le faisons, je pense que nous allons sauver notre pays. Vous allez voir que le budget que nous avons aujourd'hui, le budget minable de 7 milliards de dollars par an, nous pouvons augmenter considérablement ce budget. Et moi, j'estime que ce pays est capable d'avoir un budget d'au moins 75 milliards de dollars si on renégocie les choses donc correctement. Et si on a un budget de 75 milliards de dollars par an, donc mon ambition de développer le Congo en utilisant les ressources nationales va être réalisée. Vous vous rappelez que je vous ai proposé un plan Marshall, le plan Marshall de Noël Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC qui ambitionne de faire de la RDC un pays émergent à l'espace de 15 ans. Et pour cela, ça va nous nécessiter une somme de 1000 milliards de dollars sur 15 ans. On peut mobiliser cet argent exclusivement avec les ressources intérieures, mais en renégociant les contrats et en mettant les Congolais dans le siège du conducteur pour que nous ne soyons pas donc les dindons de la farce par rapport à ces firmes multinationales. Tchani Mwandiamvita, vous avez un chez vous. Vous habitez Kinshasa, vous habitez aussi les États-Unis. Vous êtes docteur, professeur, économiste, de renom, mais vous avez un chez vous. Et chez vous, là-bas, c'est le Kasaï oriental. À l'heure qu'il est, le pouvoir est presque dans la rue. Depuis le départ du gouverneur Maweja, Jones, il y a un vide, il y a une cacophonie. Et cependant, nous trouvons Tchani Mwandiamvita à Kinshasa, de grosses pointures du Kasaï oriental, toujours à Kinshasa. Bien sûr que votre suggestion est louable. C'est vraiment, vous voulez verrouiller le poste du président de la République. Mais qu'est-ce que vous pensez pour votre propre province?
Vous savez, j'ai l'avantage de voir des choses au niveau national. Et je voudrais que toute la République démocratique du Congo, mon pays, puisse se développer pour que chaque Congolais puisse bénéficier de l'exploitation judicieuse de nos ressources naturelles. Je suis dans un cas particulier, vous savez quoi? J'ai étudié en sortant d'ici avec la bourse du gouvernement congolais, la bourse du gouvernement zaïrois à l'époque. Ouais. J'ai fait des études en Belgique, en France, aux États-Unis. Donc, c'est une bourse, vous savez, quand on parle d'une bourse, c'est-à-dire l'argent du contribuable congolais. Ce contribuable-là était kassaïen, était du Kivu, était de Kisangani, était du Katanga. Donc, j'ai étudié avec la contribution de tous les Congolais qui ont fait que je sois devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis une propriété nationale. Et je voudrais utiliser cette expertise-là pour que tous les Congolais puissent en bénéficier. Mais entre-temps aussi, je reconnais que dans le Kassa, il y a un problème. Ce que je suggère aux autorités qui me suivent, c'est que, et d'ailleurs, ce que je dis ne s'applique pas simplement au Kassa, ça s'applique dans toutes les provinces. Vous avez vu que dans toutes les provinces, il y a l'instabilité des institutions. Les assemblées provinciales... Comme tout récemment là, Tanganyika. Les assemblées provinciales semblent maintenant avoir une spécialité, instituer les gouverneurs de province. Alors, quand on destitue, qu'est-ce qu'on fait après? Il faut reconstituer. Mais pour reconstituer, moi je souhaiterais qu'on en profite parce que je crois que le cycle électoral que nous avons suivi depuis 2018 nous a donné des personnes qui n'étaient peut-être pas élues, choisies et qui n'étaient peut-être pas les plus compétents. Ce cycle électoral qui nous a donné ces gouverneurs de province, donc sous standard, si je peux dire, il faudrait qu'on en profite pour corriger cela. Qu'on aligne les meilleurs, qu'on organise des élections de façon transparente, qu'on organise des choses de façon moderne. Par exemple, vous voulez être gouverneur du Kasaï oriental ou bien de l'Omami ou de Tanganyika. Prenez, proposez sur la table votre plan que vous allez présenter, que vous allez exécuter si vous êtes élu gouverneur. On organise des débats entre vous et d'autres candidats. On choisisse la meilleure personne possible. Si on procède de cette façon-là, vous allez voir que les médiocres vont disparaître. On va choisir les meilleurs. Et quand on choisit les meilleurs, ce n'est pas pour leur bien individuel. On choisit les meilleurs pour le développement du pays. Moi, je pense que si on organise ce genre de débat entre différents candidats, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne savent même pas parler français. Et ces gens-là, s'ils ne savent pas parler français, ce n'est pas que le français est la seule langue que nous devons parler, il y a aussi la langue nationale. Mais la langue officielle, c'est le français aujourd'hui. C'est un indicateur que la personne n'est pas instruite, n'est pas à la hauteur pour occuper certaines fonctions. Il faut écarter ces personnes-là, qu'on choisisse les meilleurs et nous allons donner la meilleure performance à nos provinces, à nos peuples au niveau de toutes les provinces. Dernière question. J'ai une vidéo faite au niveau du Nord Kivu. Cette population dit, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, si vous réussissez la guerre des élections en 2023, nous allons vous faire un cadeau. Comment vous trouvez cette déclaration-là? J'ai la vidéo et je vais balancer. C'est une vidéo, je ne l'ai pas vue, mais basée sur ce que vous dites, c'est une vidéo qui vient d'un peuple qui est désespéré. Désespéré car il a été opprimé pendant plusieurs années, massacré. Ce que je vois dans des vidéos où on tire sur les gens. J'ai vu par exemple une vidéo, un enfant de 2 ans. On a coupé la bouche, on a coupé donc le cou. Mais quel est cet animal-là qui va prendre un enfant inoffensif de 2 ans pour lui couper donc la tête? C'est des barbaries qui ne s'expliquent pas. Alors, les gens qui ont vécu ces atrocités, ils sont désespérés. Ils attendent du chef de l'État des miracles pour qu'on mette fin à ces atrocités. En d'autres termes, ils disent, si vous venez nous aider, mettez fin à ces atrocités, à ces souffrances. Et nous sommes prêts à donner tout ce que vous voulez à tous celui qui viendrait donc nous aider. Alors, moi, je connais le président de la République assez bien maintenant. Je crois que c'est un démocrate et c'est un président qui ne va pas trahir la constitution de la RDC. La constitution, elle dit qu'un président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une fois. Ce que je peux dire au peuple du Kivu, de l'Ituri, de toutes les provinces à l'Est, si vous êtes satisfait de la performance du président avec cet état de siège, et si on arrive à mettre fin à l'insécurité, récompenser le président en votant massivement pour lui en 2023 pour qu'il ait un deuxième mandat et qu'il puisse poursuivre tout cela. Si vous arrivez donc à le faire,
il sera lui-même obligé de partir en 2028 parce que c'est ça que la Constitution nous dit. Donc, je comprends bien sûr donc, les demandes de la population. Tout ce que je demande, c'est que le pouvoir central mette le paquet, c'est-à-dire qu'on donne les militaires qu'il faut, les policiers qu'il faut, les armes qu'il faut, qu'on donne les munitions, qu'on donne de l'argent qu'il faut, la nourriture qu'il faut, les motivations qu'il faut à nos soldats, à nos policiers, aux services de sécurité pour qu'ils fassent correctement leur travail et qu'on ramène la paix, non seulement à l'est de la République, mais sur l'ensemble du territoire national. Et on sera tous reconnaissants à l'égard de ce président de la République qui nous aura ramené cette paix, qui a été une commodité très rare. Et on ne pouvait même pas espérer cela sous le régime antérieur. C'est ça ma réaction à cette vidéo-là. Tchani, moi, j'ai toujours vraiment chic. Est-ce que c'est un réflexe pour concurrencer votre fait père? Je n'ai pas compris ce que vous dites. Tchani, moi, comment? Toujours chic. Chic? Oui. Chic, c'est-à-dire bien habillé. Bien habillé. Ah. Est-ce que ce n'est pas un réflexe pour concurrencer votre propre père que j'ai connu? Bon, moi, j'ai chic, des députés. Oui, chic, c'est peut-être trop dit. Moi, je pense que, vous savez que le mot la SAP oui. a été inventé au Congo. Les Congolais s'habillent très bien. Ouais. Et si vous trouvez que je suis chic, donc je suis Congolais comme tous les autres. J'ai le réflexe des Congolais. Donc je voudrais féliciter les compatriotes qui nous ont appris à nous habiller comme ça. Donc je voudrais qu'on ait des bonnes conditions pour que chacun de nous vive bien, qu'il s'habille bien, qu'il mange bien, qu'il étudie bien, qu'il évolue dans des bonnes conditions. Si on peut le faire, pas pour moi seulement, mais le faire pour tous les enfants congolais, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Vous lisez trop, vous écrivez trop. Est-ce que vous avez du temps pour la danse? Ah oui, mais je danse aussi. Vous avez vu le président Bosso tout récemment, il faisait des pas de danse à la télévision. J'étais impressionné. Quand je vais le voir prochainement, je vais lui demander qu'on puisse peut-être se faire concurrence sur la piste, danser pour qu'il puisse me montrer comment il danse. Je vais lui montrer aussi comment je peux danser. Bien sûr que je peux danser. Et je vous informe que je peux même chanter. Ah, c'est vrai? Je peux chanter et j'interprète les chansons pendant mon temps libre pour me relaxer. Des chansons de Julio Iglesias. Donc, j'ai appris à faire ça dans ma solitude. Quand j'étais étudiant à Grenoble, j'étais à Saint-Martin-d'Air, donc sur le campus. On n'avait pas, à l'époque, vous savez qu'il n'y avait pas d'Internet. Si j'écris une lettre à la famille de Grenoble, j'envoie ici, ça prenait 3-4 semaines pour arriver. Si on me répond immédiatement, 3-4 semaines pour revenir. Donc, je pouvais communiquer avec les gens au Congo une fois, par exemple, par trimestre. C'était très peu. Donc, on se sentait très seul dans la solitude. Et j'ai voulu à côté donc, des amis, Pascal Verlex Rosé, à qui j'ai dit bonjour d'ailleurs, qui est toujours à Grenoble, et qui m'ont initié aux chansons de Julio Iglesias. Et je chante de temps en temps quand je veux me relaxer. Donc, ici, j'essaie d'interpréter aussi des chansons de Koffi Olomide et de Cyndi Lauper. C'est pas facile donc de concurrencer donc, ces deux-là. Et quand je peux, je le fais. Et ça me fait du bien de pouvoir. Et le football, vous aimez quelle équipe? J'ai joué quand j'étais à l'école secondaire. J'ai joué dans mon école. J'étais un bon numéro 9. Je savais tirer de loin. Je me rappelle un joueur qui j'essayais d'émuler, c'était le Fombo. Ah, de Vita Club. Qui tirait de loin et qui marquait des buts. J'essayais donc d'émuler le Fombo. Je n'étais pas aussi rapide comme Dai Mutumbu, mais j'ai tiré de très loin pour marquer des buts. Et malheureusement, avec le temps, je crois que les études ont absorbé tout mon temps et j'ai négligé le sport. Mais de temps en temps, quand j'ai l'occasion, on essaie de jouer avec les enfants pour que je puisse me mettre en forme. Cela veut dire que vous supportez comme fanatique l'équipe de Vita Club? Bon, à Kinshasa, ou bien vous avez aimé le ça dépend de quoi. À Kinshasa, j'avais toujours soutenu Vita Club, qui jouait bien à l'époque. Mais dans le Grand Kassai et dans toute la République démocratique du Congo, j'étais supporter de Sa Majesté Sangaba Lende. Et j'ai eu un cousin à moi qui était gardien de but de Sangaba Lende. Kaninda Chirch, c'est mon cousin personnel. Donc, à cause de lui, moi, j'ai vécu avec sa grande sœur, Ndaya, à la Katouba. Voilà. Et une fois que je suis allé, j'ai vu les grands Kaninda Chirch et les défenseurs de TP Mazembe, Katumba. Katumba, oui, c'est ça. Qu'on appelle le général Katumba. Donc, on a connu cette période-là où il y avait beau, et je pensais que le sport
nous unit tous parce que pendant que je tenais Sa Majesté Sangamba Ndambujimaï, Vita Club ici, au Katanga, je supportais donc le tout-puissant Mazembe. Quand il nous représentait donc en Afrique, on avait des grands joueurs comme Kalala, Mukendi, Chinabo, Kazadi, Kalonzo, oui, Bwanga, Toubakous. Donc on avait tous ces gens-là. Donc j'étais sportif à mon niveau. Sauf qu'aujourd'hui, je vois les gens crier pour parler donc de Barça, de ces équipes européennes, mais je me dis, construisons des complexes sportifs sur l'ensemble du territoire national congolais. Nous pouvons organiser le sport pour que ça devienne aussi une activité productive qui crée des emplois pour les Congolais, qui contribue au divertissement de la population, mais surtout aussi qui contribue au développement du pays. Donc, si on arrive à développer des grands stades, dans chacune, nous avons 26 provinces. Vous savez que nous pouvons devenir donc le centre du sport africain ici, étant donné que tout le monde va suivre ce que nous faisons à RDC et ça va être un centre d'attraction important pour le développement du pays. Vous promettez à ceux-là qui nous suivent une prochaine émission, ça sera pour quand? Comme ça, nous pouvons toujours déployer notre matériel et venir vous interviewer. À tout moment, s'il y a des sujets qui nécessitent qu'on puisse parler, la porte sera ouverte. Vous me faites signe, si vous avez besoin de communiquer sur un sujet quelconque, je serai toujours disponible pour répondre à vos questions, mais surtout pour m'adresser donc à nos compatriotes. Et je sais qu'ils ont été très supporters de beaucoup de choses. Il ne faut pas vous fier aux mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont organisés par un camp des gens qui, je considère, sont des ennemis de la République. Nous sommes des hommes, je suis un homme très intègre, d'une grande moralité et d'un grand professionnalisme. J'ai entendu des balivernes déversées contre moi. Les gens vont jusqu'à dire que j'ai été chassé de la Banque mondiale sur des stupidités. J'ai eu une carrière florissante au niveau de la Banque mondiale et j'ai quitté la Banque mondiale pour venir me présenter aux élections présidentielles dans mon pays. J'ai démissionné de la Banque mondiale pendant que j'étais à Kinshasa. J'ai une lettre qui m'est envoyée par la Banque mondiale pour dire que vous souhaite bonne chance dans les efforts pour diriger votre pays en vous présentant aux élections présidentielles. Nous sommes fiers de nous. Donc, si vous entendez donc des futilités, des balivernes, les gens ont préparé dans des maisons, en bise, dans une maison appartenant à un individu, je vais vous dévoiler ce nom-là à un moment donné. Ce sont des balivernes qui ne servent à rien. Ces gens-là qui sont en train de m'insulter sur le plan local, ils ne connaissent pas ma valeur internationale. Pendant que je suis ici, on m'a offert d'aller travailler comme commissaire au développement au niveau de l'Union africaine. Je refusais parce que je voulais rester dans mon pays. J'ai des choses et un agenda que je voulais réaliser pour mon pays. Notamment cet agenda législatif pour faire l'accès à la présidence de la République. J'ai parlé hier avec les députés sur la nécessité de reviser la loi sur le statut des anciens chefs de l'État qui donne des avantages exorbitants à Joseph Kabila au détriment du peuple congolais. Je vais travailler avec ces députés nationaux pour reviser la loi, pour qu'on puisse ramener ces avantages dans les limites du raisonnable. Pour moi et d'autres personnes, nous pensons que 680 000 $ par mois pour un ancien chef de l'État, c'est trop d'argent. Je propose qu'on réduise cela à 15 ou 25 000 $ maximum. C'est suffisant pour vivre. S'il veut vivre une vie de luxe en ayant des fermes partout et qui coûtent cher au pays, ce n'est pas notre problème. Nous voulons assurer à un ancien chef de l'État une maison correcte qui peut occuper la nourriture, les déplacements, la sécurité. Ça suffit. Mais lui donner donc des choses de luxe qui lui permettent de vivre comme un roi dans un pays très pauvre, je pense que ce n'est pas tout à fait catholique. Donc, j'ai cet agenda-là que je suis en train sur lequel je travaille avec les députés nationaux. Et je pense qu'on va réaliser quand même des bonnes choses qui vont toucher au cœur même des intérêts du peuple congolais pour que chacun de nous retrouve donc son compte à l'exploitation judicieuse des ressources de notre pays. Vous avez suivi le docteur et professeur Tchani Mwaliam Vita. Il a parlé avec son cœur. Il porte le Congo dans ses veines. Faites autant. Ce que nous avons comme cadeau, c'est cette terre. C'est la République démocratique du Congo. Nous devons la protéger. Nous devons l'aimer. Nous devons travailler pour le bien des générations futures. Si vous avez aimé, dites merci au professeur Tchani. Et si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous m'écrivez. Je pourrais en constituer un questionnaire et je reviendrai vers lui. Et il vous donnera
des éléments de réponse, sinon des réponses exactes à vos questions. D'ici là, portez-vous très bien. Continuez à vous abonner comme d'habitude. Cela nous fera énormément de plaisir. Allez, bye à tout le monde.